Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition 2024 de la présentation des résultats du baromètre Sowine Dynata. Alors, plusieurs précisions en préambule. Sachez d'ores et déjà que vous pourrez retrouver l'ensemble des infographies que nous allons vous présenter durant ce live tout à l'heure à partir de 13 h, mises en ligne sur notre site internet sowine.com. Sachez également qu'à partir de demain, un mercredi sur deux, pendant 4 semaines, vous pourrez retrouver l'ensemble des résultats détaillés et l'analyse qui en découle par Sylvain et par moi au travers de podcasts Sowine Talks qui seront donc mis en ligne à partir de demain sur notre site internet et sur les meilleures plateformes d'écoute. Et puis, je vous invite également tout au long de la présentation de ces résultats à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On les collecte, on y répondra évidemment dans le détail. Plus c'est fait au fur et à mesure, mieux nous pourrons apporter des réponses détaillées aux questions que vous vous posez. Alors, le baromètre Sowine Dynata, c'est la première étude sur le comportement des consommateurs de vin, de champagne, de bière et de spiritueux en France. Ce baromètre existe depuis 2010. Comme il s'agit d'un baromètre, on pose chaque année les mêmes questions aux Français et ça nous permet d'avoir chaque année des données comparables avec donc un petit peu de recul maintenant. En termes de méthodologie, l'étude 2024 elle a été menée en décembre 2023 auprès de 1058 Français âgés entre 18 et 65 ans via un questionnaire auto-administré en ligne. La représentativité elle a été assurée par la méthode des quotas sur la base des critères du genre, de l'âge, de la zone géographique d'habitation. Le panéliste avec qui on travaille, qui est Dynata, qui est notre fidèle partenaire depuis 2010, c'est l'un des leaders mondiaux des solutions d'échantillonnage à destination des professionnels. Donc c'est un partenaire expérimenté pour nous permettre d'avoir accès à un panel représentatif de la population française. Et puis, autre précision qui a son importance, le questionnaire du baromètre Sowine Dynata, il amène à des réponses qui sont du déclaratif. C'est donc ce que les Français déclarent consommer ou préférer. Il ne s'agit ni de part de marché, ni de sortie de caisse, mais bien d'un baromètre d'opinion. Voilà, donc c'est parti pour la présentation des résultats de ce baromètre Sowine Dynata 2024. Alors, comment est-ce que le vin, le champagne, la bière, les spiritueux se situent-ils dans le cœur des Français? Quelles sont les couleurs de vin, les régions et les cépages préférés des Français? Est-ce que les nolos remportent effectivement le succès qu'on leur prête, en particulier dans les médias? Est-ce que le rhum confirme sa place de leader parmi les spiritueux? Est-ce que les Français sont prêts à mettre un certain prix lorsqu'ils achètent une bouteille de vin et où est-ce qu'ils vont l'acheter? Autant de questions auxquelles on va vous apporter des réponses. Première question, Sylvain. La bière est-elle toujours la boisson alcoolisée des Français? Eh bien, Marie, merci pour cette introduction. Non, la bière n'est plus la boisson préférée des Français puisque le vin redevient cette année, en 2024, la boisson préférée des Français devant la bière. Et ça se traduit du coup par une hausse assez nette de plus 5 points à 60%, devant la bière à 58%, qui progresse de plus 2 points. Donc fait vraiment majeur du baromètre cette année. Après 2 années où la bière avait supplanté le vin redevient cette année en 2024 la boisson préférée des Français. Le champagne est la troisième du coup boisson préférée à 39%, plus 2 points. Les cocktails à 31%, plus 2 points. Le cidre à 22%, stable par rapport à 2023. Et les spiritueux purs à 21%, plus 1 point. Alors, comment expliquer du coup ce repassage du vin en boisson préférée des Français en premier? Du coup, elle s'explique par deux phénomènes, en fait, deux aspects. D'abord un biais de genre et ensuite un biais d'âge, de classe d'âge. Alors s'agissant du biais de genre, en fait c'est vraiment intéressant de le relever que la gente féminine, les femmes concourent assez directement au succès du vin, puisque les femmes déclarent préférer le vin à 56% cette année, plus 7 points, donc une progression de 7 points, et place la bière du coup en deuxième position à 45%, moins 2 points. Donc plus 7 points pour le vin, moins 2 points pour la bière. Ça a du coup un impact assez direct. Et si on s'intéresse toujours sur la consommation des femmes en termes de boissons alcoolisées préférées, les cocktails se placent en troisième position à 42%, plus 6 points, donc une progression assez nette aussi des cocktails. Le champagne reste stable à 39% et le cidre à 24%, moins 2 points. Donc les femmes ont un rôle assez direct. Mais les hommes, évidemment, ont aussi un impact du coup sur ce chiffre, puisqu'ils placent du coup toujours la bière à 72% en boisson préférée, plus 7 points, donc une progression notable de la bière auprès des hommes, mais font progresser aussi le vin à 64%, plus 3 points.
Donc une progression pour le vin qui s'explique aussi du coup par une préférence en progression chez les hommes. Le champagne est à 38% chez les hommes, plus 4 points. Les spiritueux purs à 33%, plus 4 points. Et le cidre à 20%, plus 1 point. Donc un biais, un effet de genre, mais également du coup un effet d'âge, de classe d'âge. Puisqu'on relève que sur la classe d'âge des plus jeunes, les 18-25 ans, ils sont du coup en progression de plus 6 points dans leur préférence sur le vin en 2023. Et surtout, en fait, on relève un boom assez incroyable de plus 14 points sur la classe d'âge des 26-35 ans, donc des jeunes trentenaires qui font en fait progresser le vin de façon vraiment significative. Et du coup, si on examine la part, là en l'occurrence des non-consommateurs, elle a plutôt tendance à se stabiliser, elle régresse même d'1 point, donc on a 14% de Français qui se déclarent non-consommateurs de boissons alcoolisées. Et ce chiffre reste du coup plus important chez les 18-25 ans, à 23%, mais stable à 23% par rapport à 2023. Et toujours sur ces 18-25 ans, c'est la bière qu'ils préfèrent à 52%, devant les cocktails à 47%. Mais c'est vraiment intéressant de noter que ce chiffre du coup de 47% est très très nettement au-dessus de la moyenne de 31%, de 16 points. Donc une vraie nette préférence des 18-25 ans pour les cocktails. Alors, quid des tendances et des critères de choix sur le vin ? Eh bien, du coup, Marie, je pense que cette question part déjà en fait, du rapport des Français avec le vin et leur niveau de connaissance, puisqu'ils sont encore 50% à se déclarer amateurs éclairés, 47% néophytes et 3% connaisseurs, ce qui est relativement similaire. Mais peut-être tu peux nous en dire plus en ce qui concerne leur intérêt. Alors effectivement, on a posé la question aux Français de leur intérêt sur le vin. On leur a demandé s'ils s'intéressent à cet univers-là. La réponse, elle est quasi stable par rapport à l'an dernier, puisqu'en 2024, 48% des Français déclarent s'intéresser à cet univers. C'est un point de moins qu'en 2023. Ça correspond quand même à une baisse de 13 points par rapport à 2021. Finalement, on peut se dire que le niveau d'intérêt, il retombe à celui de 2019, c'est-à-dire avant la période de crise sanitaire qui a largement redessiné les contours des centres d'intérêt des Français en général. Et pour autant, on a quand même une nouveauté sur cette capacité à avoir de l'intérêt pour le vin. C'est une nouveauté qui concerne la manière dont les Français s'y intéressent et le contact qu'ils vont le rechercher auprès des vignerons. C'est un contact qu'ils vont rechercher de plus en plus, que ce soit au travers des journées portes ouvertes, de dégustation, de visites de salons grand public ou de participation à des événements éphémères. Tout ça, c'est en hausse des réponses qui gagnent de 2 à 7 points selon les différents choix. On a également demandé aux Français où est-ce qu'ils se renseignaient avant d'acheter du vin. C'est un constat qu'on fait depuis les premières éditions du baromètre SoWine-Dine-Nata. Et la grande majorité des Français, 73% cette année, considèrent qu'il est important de se renseigner avant d'acheter du vin. C'est un chiffre qui évolue relativement peu d'une année sur l'autre. Ce qui évolue davantage, ce sont les sources d'information. Aujourd'hui, c'est l'entourage qui est la source d'information privilégiée pour les Français, à 51%, devant les professionnels du secteur à 46%. La tendance s'est inversée par rapport à 2010, puisqu'en 2010, première édition du baromètre, l'entourage était deuxième à 57% contre 62% pour les professionnels. Alors, il est aussi intéressant de voir que les deux ont baissé au profit des sites web à 20%. Ces sites web, comme source d'information, c'est en hausse régulière depuis 2010, mais ce n'est pas non plus une hausse phénoménale, puisqu'en 2010, la source des sites web était citée à 14%. Et puis tout ce qui est application mobile, c'est à 10%, c'est en baisse de 2 points, tout comme la presse écrite, les blogs et les podcasts, les réseaux sociaux et les guides spécialisés qui sont également en baisse. Alors maintenant, on va s'intéresser aux questions qu'on a posées aux Français en termes de préférence sur les vins. Donc d'abord, pour commencer, les couleurs. Le vin blanc, comme l'an dernier, reste en tête des couleurs de vin tranquille les plus consommées, puisqu'il est choisi à 90% par les Français. Il est suivi par le vin rosé, qui est déclaré à 87%, et par le vin rouge à 82%. C'est intéressant de noter, donc ça concerne les vins tranquilles, mais si on intègre les champagnes et les vins effervescents, le champagne est cité à 89%, donc juste derrière le vin blanc, et les effervescents, ils sont cités à 68%, donc ils arrivent assez loin derrière. En termes de moment de consommation, les Français consomment majoritairement le vin blanc à l'apéritif à 36%, c'est une hausse de 8 points par rapport à 2023. Le rosé arrive ensuite à 34%, en hausse également de 9 points, et 9% loin derrière le vin rouge.
Devant le vin blanc, cependant, se trouvent les vins effervescents à 41%, donc en hausse de 7 points par rapport à 2023, et puis le champagne avec 38% en hausse de 8 points par rapport à 2023. Le vin rouge, lui, il est privilégié au cours des repas, loin devant à 81%, et en plus c'est en hausse de 6 points, contre 50% pour le vin blanc, plus 1 point, et devant les vins rosés à 48%, qui eux perdent 3 points pour les repas. Et puis loin derrière, sur les repas, viennent le champagne et les effervescents, qui sont tous les deux à 10%. Sur le moment de la soirée, cette fois, chacun sa couleur privilégiée. Les Français privilégient le champagne à 46%, devant les autres effervescents à 39%. Et viennent ensuite le rosé 15%, le blanc à 12% et le rouge à 9%. Alors toujours sur les couleurs, en termes d'occasion de consommation, le moment privilégié pour le vin rouge, ça reste la famille à 63%, on est en hausse de 7 points. Pour le rosé, ce sont les amis à 40%. Et le vin rouge est aussi privilégié aux autres couleurs quand on a une consommation de vin tout seul à 10%. Ça, c'est une occasion de consommation qui est en hausse de 3 points. À noter quand même que la consommation de vin rouge entre amis à 26%, elle est en baisse de 9 points et que le champagne, il est privilégié en famille à 57%, alors que pour les moments entre amis, les Français privilégient les autres vins effervescents à 47%. Et puis si on se pose la question des occasions privilégiées, pour l'ensemble de la catégorie vin, champagne, effervescent, c'est le week-end le soir qui arrive en tête à 67% devant le week-end le midi à 49%. Et puis en semaine le soir à 38% et enfin en semaine le midi à 14%. Alors une fois qu'on a parlé des couleurs, on s'est aussi intéressé aux cépages. On a posé la question aux Français, comme l'an dernier, de leurs cépages préférés. On leur a soumis pour ça une liste de 15 cépages qui sont les plus connus, les plus répandus. Et comme l'an dernier, le cépage préféré des Français, c'est le chardonnay, qui est choisi à 39%. Il est suivi cette année par le pinot noir, qui passe devant le merlot par rapport à l'an dernier, avec respectivement 28% et 27%. Viennent ensuite, dans le même ordre que l'an dernier, le cabernet sauvignon à 23%, et puis le riesling à 19% et le sauvignon blanc à 17%. Alors ce qui est intéressant, si on entre dans le détail, c'est de constater les écarts. Par exemple, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à privilégier le chardonnay. Le merlot, il est privilégié par les 50-65 ans, avec 13 points d'écart par rapport aux 18-25 ans. Et à l'inverse, les 18-25 ans, ils marquent la différence avec leurs aînés de 50-65 ans sur le sauvignon blanc, puisqu'il marque 14 points d'écart en faveur du choix des plus jeunes. Et puis si on s'intéresse aux différences en fonction du niveau de connaissance, là aussi quelques différences, quelques écarts. On constate que le pinot noir est le cépage privilégié par les connaisseurs et les experts. Il est choisi dans ce cas-là à 46%. Il est suivi par le cabernet sauvignon et le chardonnay à 38%, puis le sauvignon blanc à 29%, et puis par le merlot, le gamay et le riesling à 21%. Donc quelques différences par rapport à la moyenne des Français. Une fois qu'on s'est intéressé aux cépages, on va naturellement s'intéresser aux régions en faisant un focus sur les régions. Alors, par rapport à 2023, pas de changement dans le trio de tête. On a toujours Bordeaux, la Bourgogne et la Champagne, qui sont les 3 régions préférées des Français. Il y a quand même quelques variantes selon qu'on entre dans le détail des amateurs éclairés et des néophytes. Les néophytes préfèrent la Champagne à la Bourgogne. Et puis, pour ce qui est du classement général, viennent ensuite dans le classement le Rhône, la Provence et l'Alsace, le Val-de-Loire, le Sud-Ouest et le Beaujolais. Ce qu'il faut surtout retenir cette année sur ces régions préférées, c'est la progression de Bordeaux auprès des néophytes, puisqu'elle gagne 5 points, et puis la progression du Rhône auprès des amateurs éclairés, qui gagne aussi 5 points, et qui passe devant la Provence, si on compare ce classement à celui de l'année dernière. À noter aussi la progression du Beaujolais chez les amateurs éclairés. Si on se penche sur le goût des Français pour les vins étrangers, on sort un tout petit peu des régions hexagonales. On a 70% des consommateurs français de vin qui consomment aussi des vins étrangers. C'est un chiffre qui est exactement stable par rapport à 2023. Il y a quand même une hausse importante sur la première origine, qui sont les vins italiens. L'Italie gagne 6 points. Et puis les vins européens, qui sont toujours privilégiés pour la majorité des Français, puisque donc l'Italie est suivie de près par les vins espagnols, puis les vins portugais. Voilà donc les principales données concernant les vins, le champagne, les effervescents. Sylvain, qu'en est-il des spiritueux ? Quelles sont les grandes tendances de consommation des Français en la matière ? Merci Marie, merci pour ce panorama sur le vin. Je vous propose en effet un focus et un point du coup d'intérêt sur les spiritueux. Et pour commencer en fait, du coup l'intérêt des Français envers les spiritueux, ils sont 38% les Français à nous dire s'intéresser à l'univers des spiritueux. Ça décroît légèrement de 2 points par rapport à 2023, mais avec un intérêt qui reste toujours plus marqué chez les hommes à 44% que chez les femmes à 33%. Et si on
on se place du coup sur leur niveau de connaissance, on les interroge du coup sur leur niveau de connaissance, ils sont toujours majoritairement, ils se déclarent majoritairement néophytes à 73%, avec seulement 26% d'amateurs éclairés, se déclarant comme amateurs éclairés, et seulement 1% d'experts, de connaisseurs. Et si on examine maintenant du coup la part des consommateurs de spiritueux, on va faire un distinguo entre les spiritueux purs et les spiritueux consommés en cocktail. Pour démarrer par la partie des spiritueux purs, la consommation spiritueux purs, on a 63% des Français qui déclarent consommer des spiritueux purs. Et ça régresse. Ça régresse de 3 points cette année par rapport à 2023. Et ça se place toujours en fait sur des moments qui sont principalement occasionnels, puisqu'on a 28% d'occasionnels, et on entend par occasionnel des Français qui consomment seulement une à plusieurs fois par an des spiritueux purs. On a 23% de consommateurs réguliers, une à plusieurs fois par mois, et 13% qui se déclarent consommateurs une à plusieurs fois par semaine. 63% de consommateurs de spiritueux purs. Donc, du coup, on a une part de facto de non-consommateurs à hauteur de 37% cette année en 2024. À noter que ça fait 10 points d'écart par rapport à 2021, qui était à 27% seulement de non-consommateurs. Donc les spiritueux purs a perdu 10 points de consommateurs du coup en 3 ans. Cette part de non-consommateurs, en l'occurrence, elle est plus élevée chez les 18-25 ans, puisqu'on a 48% de non-consommateurs dans cette classe d'âge des 18-25 ans, contre 37% en moyenne. Et également, du coup, chez les femmes, puisqu'on a 47% de non-consommateurs chez les femmes, contre 26% chez les hommes. Maintenant, si on examine du coup la consommation en cocktail, des spiritueux en cocktail, on a là aussi le même chiffre, 63% des Français qui se déclarent consommateurs de spiritueux en cocktail, avec une décroissance de moins 2 points par rapport à 2023. Là aussi, une consommation qui est très largement occasionnelle, à 34%, dont 34% une à plusieurs fois par an seulement, 21% de consommateurs réguliers, qui consomment régulièrement des spiritueux en cocktail, une à plusieurs fois par mois, et seulement 7% de consommateurs du coup, qui se placent sur un mode de consommation de spiritueux en cocktail, une à plusieurs fois par semaine. Là aussi, la part de nos consommateurs, eh bien, elle est à 37% en 2024, contre 29% en 2021. Donc, du coup, 8 points de baisse par rapport à 2021. Et cette part de non-consommateurs de spiritueux en cocktail, là, elle est plus élevée chez les 50-65 ans, qui sont 43% à être non-consommateurs, contre 37% en moyenne. Donc voilà en fait pour la dimension pénétration et consommation des spiritueux. Si on examine maintenant, et puis c'est évidemment un sujet qui nous intéresse chaque année, les spiritueux privilégiés en consommation, qu'ils soient purs ou en cocktail, si on examine du coup la part des spiritueux consommés purs, eh bien on retrouve en fait notre joli duo whisky-rhum de nouveau en tête cette année. Mais là où l'ensemble des spiritueux cette année en spiritueux purs décroît, le whisky, c'est le seul à progresser et gagne 4 points, ce qui fait qu'il passe de 68% à 72% cette année. Donc toujours derrière le rhum, qui reste le premier spiritueux consommé, bien en tête, à 79%, mais qui décroît de 2 points. Et donc, du coup, qui perd un tout petit peu son avance, toujours de 7 points par rapport au whisky. Donc intéressant de noter que le whisky est en bonne performance, et ça se ressent aussi sur la régularité, puisqu'on examine bien sûr la fréquence de consommation. Et le whisky, en l'occurrence, reste le spiritueux le plus régulièrement consommé, avec 20% de grands consommateurs, donc qui en consomment une à plusieurs fois par semaine, plus 2 points. Donc le whisky est capable même de recruter en fait, des consommateurs réguliers, là où le rhum se place du coup à 12% seulement de grands consommateurs, moins 1 point par rapport aux 20% des whiskies. En troisième position, du coup, la vodka conforte sa troisième position avec 61% de consommateurs, dont 28% de réguliers et 33% d'occasionnels. Viennent ensuite en quatrième position eh bien, les liqueurs, avec 22% de réguliers et 38% d'occasionnels. Et le gin en cinquième position, avec 47% de consommateurs, dont 19% de réguliers et 28% d'occasionnels. Ça donc pour la partie des consommations, enfin des spiritueux privilégiés dans une consommation pure. Si on se place du coup sur une logique de mixologie, de cocktailisation et de consommation du coup en contexte de mixologie, intéressant de relever
déjà la part des Français qui déclarent s'intéresser à ce sujet, la mixologie. Ils sont 35%, presque un peu plus d'un Français sur 3, à s'intéresser à ce sujet, la mixologie, avec un petit déclin de 2 points par rapport à 2023. Mais cette tendance, elle reste du coup toujours plus forte chez les femmes, 40% chez les femmes, contre 30% chez les hommes, et chez les 18-25 ans, à 53% chez les 18-25 ans, contre 26% pour les 50-65 ans. Donc un intérêt pour la mixologie qui reste important. Et dans ce contexte de mixologie, du coup, la consommation en cocktail privilégie toujours le rhum, qui garde en fait sa première place à 56%, moins 1 point, assez loin devant la vodka à 37%, qui progresse de 3 points, le whisky à 29%, qui progresse de 2 points, le gin, et ça c'est intéressant de le noter, qui a vraiment une bonne dynamique, qui progresse de 5 points, donc à 22%, la tequila à 19%, plus 2 points, et les liqueurs à 12%, moins 1 point. Si on parle maintenant de l'achat, avant d'y revenir un peu plus tard, 67% des Français ont déjà acheté au moins un spiritueux dans l'année, avec du coup un déclin de 3 points en 2023. Mais ce qui est intéressant, c'est du coup, s'agissant du canal prioritaire, de relever, bien que la grande distribution reste à 81%, moins 1 point, le canal vraiment largement privilégié, très très loin, devant les cavistes et les détaillants, à 24%, qui décroissent de moins 2 points, et le canal Internet à 10%, moins 3 points. Donc Internet qui est un petit peu à la peine, même s'il est intéressant de relever que la tranche d'âge des 18-25 ans déclare du coup privilégier le canal Internet à 20%, à hauteur de 20% contre 10% en moyenne. Donc un écart assez significatif et qui continue de progresser de plus de points par rapport à 2023. Si on s'intéresse maintenant au budget moyen, à la sensibilité prix, on voit que le budget moyen pour une bouteille de spiritueux se passe à 48%, sur la tranche 11 à 30 euros, et que ça décroît de moins 3 points, là où la tranche 21 à 50 euros progresse de 5 points à 43%. Donc une tranche du coup majoritaire qui reste à 48%, cette tranche de 11 à 20 euros, mais une tendance à une forme de premiumisation, en tout cas à la capacité à mettre un budget supérieur au-dessus de la tranche à 21 euros, de 21 à 50 euros, qui progresse de 5 points cette fois. Voilà pour un panorama rapide des principaux enseignements sur les spiritueux. Marie, je propose du coup qu'on revienne sur les bulles et que tu nous présentes du coup les principaux enseignements et tendances sur la bière cette année. Merci Sylvain. Alors, la bière cette année, assez étonnamment, l'ensemble des catégories de bières sont en baisse. Dans l'ordre des catégories de bières préférées, on retrouve le même podium qu'en 2023 avec la bière blonde, la bière blanche, l'ambrée, la brune, l'IPA et la sour. Mais toutes sont en baisse, de 1 point pour la blonde à 6 points pour la brune et l'IPA et l'ambrée, et jusqu'à 9 points pour la sour. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait. Malgré tout, ça reste évidemment une boisson qui est largement privilégiée par les Français. On observe par ailleurs un contraste sur le type de bière consommée. Là encore, le podium, c'est le même que celui de l'année dernière, avec la bière locale, qui est préférée devant la bière industrielle, devant l'importée et devant la craft. Mais alors que la bière locale et la bière industrielle sont en hausse, respectivement de 4 et 5 points, la bière importée et la craft baissent de 7 points chacune. Alors, si on se penche sur l'intérêt des Français pour la bière selon les profils, de manière générale, la bière elle est plutôt préférée par les hommes à 57%. C'est une donnée qui est stable par rapport à 2023, là où la proportion de femmes à s'y intéresser, elle, est en baisse de 5 points à 40%. En termes d'instant, la dégustation de bière, elle se fait majoritairement entre amis à 49%. C'est une situation qui est en hausse de 5 points. Puis en famille à 36%, là on est en baisse de 5 points, mais aussi seul à 14%, c'est ISO par rapport à 2023. Et si on se penche sur les moments de consommation, on observe une consommation qui se fait majoritairement le soir, que ce soit en semaine, réponse à 47%, ou le week-end à 27%. Viennent ensuite le week-end, le midi, 23%, et en semaine, le midi à 9%. Alors il faut aussi noter que l'ensemble de ces données, malgré tout, est en baisse de 10 à 15 points selon les moments. Merci Marie pour ce panorama sur la bière. Il y a bien sûr un sujet que tu as introduit tout à l'heure qui nous intéresse depuis déjà 4 ans, les nolos. Qu'est-ce qu'il faut penser du coup des tendances de consommation
sur les nolos en 2024, Marie? Alors effectivement, les NOLO, donc les boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, no alcool et low alcool, pour l'acronyme NOLO, c'est un sujet qui nous intéresse depuis plusieurs années. C'est un sujet dont vous entendez certainement parler dans les médias. Donc on a continué à poser la question aux Français. On a un tout petit peu creusé en ajoutant quelques questions cette année dans le baromètre. Et donc quand on pose la question aux Français de savoir s'ils consomment des boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, ils sont 28% à déclarer en consommer. Ce chiffre, il est stable. Il est voire un tout petit peu en baisse de 1 point cette année. On était à 31% en 2021, 29% en 2022, 29% en 2023 et 28% en 2024. Donc on a un chiffre qui ne décolle pas sur la consommation de boissons sans alcool ou à faible teneur en alcool, même si ce phénomène de NOLO, donc il est souvent dans les médias traité comme étant peut-être l'Eldorado, en particulier pour le monde du vin, et je vais développer dans quelques secondes. Dans les médias toujours, la catégorie des NOLO, elle est souvent associée à la catégorie vin, mais pour nous, il ne faut pas oublier que c'est majoritairement la bière qui porte la catégorie, et c'est ce qui se voit dans les chiffres du baromètre So Wine Dine 2024. Quand on demande aux consommateurs de boissons NOLO s'ils boivent de la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool, la réponse est oui à 65%, loin devant les cocktails, qui sont cités en deuxième à 48%, qui eux-mêmes sont loin devant les spiritueux à 17%, et les vins sont à la traîne à 10%. Alors à noter en termes de profil habitude pour toutes les catégories qu'on est sur une consommation qui se fait majoritairement quelques fois par an ou quelques fois par mois. Donc on n'est pas sur une consommation quotidienne ou quelques fois par semaine. Globalement, en termes de profil, les NOLO sont davantage consommés par les femmes à 31% des femmes contre 24% des hommes. Et puis peut-être un peu moins étonnamment, enfin non, les femmes c'est pas étonnant, mais moins étonnamment aussi par les jeunes générations, 40% des 18-25 ans, c'est un chiffre en revanche qui est en baisse de 5 points par rapport à 2023. Et 41% des 26-35 ans, là c'est un chiffre qui est en hausse par rapport à 2023, contre 18% seulement des 50-65 ans. C'est un chiffre qui est à ISO par rapport à 2023. Alors la plupart des consommateurs de boissons sans alcool en consomment à l'apéritif, 50%, lors de soirée, 48%. Le moment du repas arrive en troisième position dans leur choix, avec 33%. On constate finalement peut-être que ce choix des NOLO, il est en phase avec le mode de vie, en particulier des jeunes. C'est une boisson sans alcool qui sert d'alternative à certains moments dans un souhait de modération. Et cette question de la modération, elle est confirmée dans les données du baromètre, puisque l'évolution du choix pour consommer moins d'alcool, qui est la première réponse donnée à la question « Pourquoi consommez-vous des boissons sans alcool ou à teneur réduite en alcool ?», elle est à la hausse avec une réponse donnée à 52%, et c'est une hausse de 10 points. Donc une hausse évidemment importante. Arrive ensuite à cette question la réponse de l'attention portée à sa santé. Là aussi, on est sur une hausse légère de 2 points par rapport à 2023 à 41%. Puis le goût, hausse également, plus 4 points à 41%. Et finalement, le peu de calories associées ne semble pas vraiment être décisif sur ce choix des NOLO. Et il arrive en 4e position avec 22%, en baisse de 2 points. Et puis on a aussi posé la question de savoir s'ils choisissaient ces produits-là parce que c'était la tendance. Et ça, c'est une réponse qui est faite uniquement à 7%, qui est en baisse de 11 points. Donc définitivement, le choix de la curiosité n'est plus privilégié. Voilà, et puis ce qui est certain et ce qu'il faut sans doute distinguer selon nous dans la catégorie des NOLO, et puis pour le consommateur sans aucun doute, c'est qu'on a la bière d'un côté, et puis on a tous les nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché récemment dans la catégorie. La bière, elle fait office de précurseur, puisque les bières sans alcool existent depuis un certain nombre d'années. Et de ce fait, elles ont déjà un certain capital confiance sur la catégorie, indéniablement. Merci Marie pour ce panorama sur les NOLO. Alors on a parlé des vins, on a parlé des spiritueux, on a parlé de la bière et puis des NOLO. Il y a un sujet en fait qui les rassemble, qu'on étudie depuis quelques années, qui est le sujet des labels environnementaux. Quelles sont les tendances et la perception des Français envers les labels environnementaux, que ce soit sur le vin, la bière ou les spiritueux? Alors, cet intérêt, il semble un tout petit peu stagner, voire pour le vin, il diminue, puisque la question du pouvoir d'achat, sans doute, n'est pas étrangère à cette baisse. On a toujours une majorité de Français qui sont intéressés par les labels environnementaux. Quand on les interroge sur leur intérêt, on observe qu'ils sont 51% des acheteurs à prendre le temps de regarder si une bouteille de vin affiche une certification environnementale lors de l'achat. Ça, c'est quand même un chiffre important, mais c'est un chiffre qui est en baisse de 4 points par rapport à 2023.
Alors ça, c'est pour le vin. Pour ce qui est de la bière, ils sont 36% des acheteurs à prendre le temps de regarder si une bouteille de bière affiche une certification environnementale. C'est un chiffre qui est en hausse de 4 points. Et puis, c'est aussi une hausse de 4 points qu'on observe sur les spiritueux, puisque 35% des acheteurs prennent le temps de regarder si une bouteille de spiritueux affiche cette certification environnementale lors de l'achat. Donc, un chiffre en hausse peut-être un peu plus étonnamment. Toujours sur cette question du rapport entre les Français et les labels environnementaux, si on entre dans le détail pour la catégorie vin, les jeunes de 26 à 35 ans sont 59% en moyenne à regarder si une bouteille est labellisée avant de l'acheter, versus donc ce 51% de la moyenne générale. Les amateurs éclairés en vin sont eux aussi 59% à le faire, et les connaisseurs sont 67%. Donc finalement, plus on est connaisseur et plus on est jeune, plus on s'intéresse à cette question. Pour la bière, c'est exactement les mêmes proportions. On a 43% des 26-35 ans qui s'en préoccupent, versus donc 36% en moyenne. Les amateurs éclairés en bière, eux, sont 41% à le faire. Et pour les spiritueux, même chose. 45% des 26-35 ans s'en préoccupent, versus 35% pour la moyenne, là où les amateurs éclairés en spiritueux sont 44% à le faire. Quand on demande aux Français s'ils sont prêts à payer plus cher si un vin affiche un label, la réponse est oui à 48%. Donc c'est un chiffre important toujours, mais là aussi qui est en baisse de 4 points. Et puis bien évidemment, on interroge chaque année les Français sur la question de la notoriété des labels. En notoriété assistée, on leur présente les logos. Sans étonnement, sans surprise, le logo AB, Agriculture biologique, est le premier. Il arrive en tête à 88%. Il gagne qui plus est 2 points. En deuxième, on a Eurofeuille à 42% avec un point d'écart à la baisse. En troisième, Vigneron engagé à 36%, ISO par rapport à 2023. Puis arrive HVE à 34%, ISO par rapport à 2023. Et Terravitis par rapport à 2023, ils sont à 22%, donc avec une baisse de 3 points. On s'est aussi intéressé à demander aux Français quelles étaient les motivations pour acheter des vins labellisés. La première motivation des Français, c'est de s'assurer de la qualité du vin. C'est une réponse qui est donnée à 51% et qui est en hausse de 3 points. Deuxième réponse, pour respecter l'environnement, 47% et là aussi une hausse de 3 points. Et puis ensuite, pour s'assurer de l'origine du vin et de son cycle de production, à 34%, c'est en baisse de 3 points. On a également une baisse pour les 4e et 5e critères qui sont pour faire attention à sa santé, 28% moins 1 point. Et pour protéger la santé des producteurs, 21%, moins 3 points. Puis quand on interroge les Français sur les freins à l'achat des bouteilles de vin labellisées, le premier frein, comme l'année dernière, c'est le prix qui est trop élevé. Réponse donnée à 48%, et là on a une hausse importante de 5 points. Le deuxième critère, c'est le fait que les Français ne connaissent pas les labels et leur signification. Réponse donnée à 39%, et là la hausse est très importante, puisque c'est un plus 10 points, donc il y a encore un gros travail de connaissance et d'explication à faire sur les labels en général. Les Français ne sont également pas concernés par ces démarches en réponse donnée à 20%, plus 1 point. Et puis la crainte aussi de trouver un goût trop différent, une réponse donnée à 12%, moins 3 points. Voilà, Sylvain, on a vu à l'instant que la motivation des Français à payer plus cher pour acheter un vin labellisé est en baisse. Est-ce que c'est la même chose pour le vin, pour le champagne et pour les spiritueux en général? Est-ce que les Français sont prêts à dépenser plus ou pas? Marie, on va tâcher de répondre à cette question dans un panorama du coup un petit peu global sur l'acte d'achat, à la fois pour le vin et pour les spiritueux. Si on examine du coup le vin, on a 85% de Français qui déclarent avoir acheté au moins une bouteille de vin dans l'année. On gagne plus 1 point, donc une petite décroissance sur la part des non-acheteurs à 15%. Cet acte d'achat vin, il reste majoritairement occasionnel à 36%, moins 1 point. Et quand on dit qu'occasionnel, on entend une à plusieurs fois par an. La part des réguliers, une à plusieurs fois par mois, se place à 34%, plus 3 points, donc progresse de 3 points. Là où les grands acheteurs, ceux qui du coup achètent une à plusieurs fois par semaine, se placent à 15%, moins 3 points. Donc on relève en fait que du point de vue du rythme et de la fréquence, eh bien, ça profite plutôt en fait aux réguliers, donc une à plusieurs fois par mois, au détriment de ceux qui étaient du coup des grands acheteurs une à plusieurs fois par semaine. Donc on perd en fait des acheteurs un peu plus réguliers. Quant aux critères, les critères privilégiés pour l'achat vin, tu parlais de la sensibilité prix. Elle s'exprime de toute façon depuis toujours, j'ai envie de dire, comme étant le premier critère, les prix, mais de façon un peu plus marquée encore cette année, puisqu'il apparaît ce critère prix à 54%,
plus 5 points cette année comme principal critère d'achat de vin. Vient ensuite la région ou le pays d'origine à 46% qui progresse de 3 points. Et intéressant de relever cette année que les cépages, comme critère de choix, occupent la 3e position puisqu'ils progressent à 26% de 2 points, du coup au détriment de l'appellation, que ce soit le signe AOP ou IGP, qui se positionne à 23%, moins 3 points. Donc le cépage passe devant l'appellation cette année comme critère d'achat de vin. Si on examine maintenant les spiritueux, on disait tout à l'heure, on a 67% de Français qui ont déjà acheté au moins un spiritueux dans l'année, moins 3 points. Donc une part de non-acheteurs de 33%, plus 3 points. Cet acte d'achat, il est là aussi majoritairement occasionnel, même encore un peu plus que le vin, puisqu'il se positionne à 43%, donc sur un acte d'achat une à plusieurs fois par an. Une part de réguliers qui, elle, progresse de 1 point à 18%. Les réguliers, c'est une à plusieurs fois par mois. Et les grands acheteurs, eux, sont seulement à 6%, moins 4 points. Donc on voit qu'il y a sur les spiritueux un impact encore un peu plus important en termes de baisse de régularité et finalement de perte d'acheteurs, puisqu'on a perdu du coup 3 points d'acheteurs, puisqu'on a 33% de non-acheteurs. La fréquence d'achat, en fait, elle est plus forte en l'occurrence chez les jeunes, les 18-25 ans à 23%. Qui se déclarent du coup acheteurs réguliers, contre 14% donc pour les 50-65 ans et 18% en moyenne. Si maintenant on examine le budget moyen, et si on l'examine et on fait le distinguo entre vin, champagne et spiritueux, là on relève que c'est la classe du coup de prix, en fait la tranche de prix de moins de 10 euros qui progresse, puisqu'on a 25% plus 4 points des Français qui déclarent du coup acheter des vins à moins de 10 euros. 54%, ça reste du coup la tranche dominante entre 11 et 20 euros, mais moins de points. Et la tranche plus de 20 euros à 22% qui se dégrade de moins de points. Donc on voit que sur le vin, il y a vraiment une tendance du coup à acheter moins cher et à privilégier même la tranche des vins à moins de 10 euros, plus 4 points, même si encore une fois, c'est toujours la tranche 11 à 20 euros qui domine. Pour le champagne, on ne sait pas qui sont ces consommateurs de champagne à moins 10 euros, où est-ce qu'ils les auraient trouvés. Mais bon, ça reste du déclaratif, on a 7%, moins 3 points, mais le gros, bien sûr, de l'acte d'achat et des consommateurs, il se positionne sur un budget champagne à plus de 20 euros, à 59%, qui progresse de 3 points, et une tranche 11 à 20 euros pour le champagne à 34%, qui reste stable. Sur les spiritueux, on a une part très très minoritaire d'acheteurs de spiritueux à moins de 10 euros à 5%. C'est la tranche plus de 20 euros, en l'occurrence, qui progresse de plus 3 points à 47%. Juste derrière, la tranche entre 11 et 20 euros à 48%, moins 3 points. Donc en l'occurrence, on voit à l'inverse du vin que dans cette catégorie des spiritueux, les Français sont plus enclins en fait, à mettre un peu plus cher en prix moyen à la bouteille. Et alors, quid de l'achat sur Internet? Est-ce que là, on sent un effet inflation? Alors, avant de répondre à cette question sur l'effet inflation, je propose qu'on fasse simplement un petit panorama du coup de l'achat e-commerce, l'achat de vin e-commerce, puisque c'est un thème du coup rituel qu'on étudie depuis la création du baromètre en 2010. Et là, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu finalement, il y a 4 phases en fait depuis 2010. Il y a une première phase, bien sûr, avec des early adopters à hauteur de 10-12% seulement d'acheteurs en ligne qui ont commencé du coup à s'essayer à acheter en ligne. Ensuite, on a une phase qui est autour de 2013 jusqu'à 2019 où on a une assez nette progression jusqu'à un effet plateau autour de 30-32%. Jusqu'en 2019, pardon. Et puis un pic vraiment bien inexplicable, mais fort notable au moment du Covid, avec une hausse de 15 points, de 31 à 46% en 2021 d'acheteurs en ligne. Et cette troisième phase, en fait, elle s'est ensuite traduite par une phase dans laquelle on se place aujourd'hui, qui est une phase de décroissance, puisqu'on a du coup perdu des acheteurs en ligne, 41% en 2022 contre 46% en 2021, 38% en 2023. Et donc toute la question qui se posait à nous cette année, c'était de savoir en 2024,
à quel niveau allait se positionner et si du coup cette tendance baissière allait encore se confirmer. Et en l'occurrence, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on perd encore 5 points cette année, en 2024, et on a 33% d'acheteurs, du coup, de vin sur Internet. Ça fait un Français sur 3, ce qui reste important. Mais on voit en fait qu'il y a une forme de peut-être de normalisation, enfin presque finalement un retour du coup au taux et au pourcentage qu'on connaissait pré-Covid. Donc 33% d'acheteurs de vin en ligne cette année en 2024. Et quand on examine la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'actes d'achat par an, eh bien, on relève en fait qu'on a toujours une part importante d'occasionnel et c'est même une part qui progresse puisqu'en fait sur ces 33%, on a 20% d'occasionnel, hein, c'est-à-dire des gens qui ont simplement acheté une à plusieurs fois par an du vin sur Internet. Ceux qui en ont acheté une à plusieurs fois par mois, c'est seulement 7% et ça décroît de 3%. Et ceux qui déclarent en acheter une à plusieurs fois par semaine, c'est seulement 6%, moins 3 points. Donc on voit qu'on a perdu du coup des acheteurs en ligne, mais que qui plus est, on a aussi perdu de la régularité et des acheteurs fréquents en ligne. Maintenant, si on se positionne sur le modèle privilégié, c'est-à-dire les typologies de sites internet préférés, privilégiés pour cet achat de vin en ligne, point notable et vraiment intéressant cette année, c'est les sites internet de producteurs à 33% qui prennent la tête du coup et qui se classent en haut du podium avec une progression notable de plus 6 points. Donc, est-ce qu'il faut mettre ça en perspective avec du coup le contexte inflationniste ou en fait la recherche d'un bon prix en direct producteur? En tout cas, force est de constater que cette année, ce sont ces sites de producteurs qui sont en premier, mais très légèrement devant les sites internet de cavistes qui font également une bonne performance, donc qui se positionnent à 32% et qui progressent également de plus 6 points cette année. Les sites internet de la grande distribution, eux, sont en retrait assez notable de moins 5 points, en troisième place à 27%. Puis les sites internet de vente privée à 22%, plus 1 point. Et enfin, les sites internet des pure players vendeurs internet à 19%, moins 1 point. Alors pour répondre à ta question, Marie, sur les budgets moyens, le budget moyen accordé à la bouteille en ligne, c'est à 50% la tranche des vins à 20 euros qui croît de 3 points cette année, qui remporte les suffrages, suivi de la tranche entre 5 à 10 euros qui est stable à 25%, et donc une tranche à plus de 20 euros à 21% qui décroît de 3 points cette année. Donc une sensibilité prix là aussi qui se place aussi sur le prix accordé à la bouteille avec cette préférence à la tranche 11 à 20 euros. À noter que les jeunes sont en l'occurrence plus enclins à accorder un budget important à l'achat de vin sur Internet puisque 30% des 18-25 ans y consacrent donc plus de 20 euros contre 21% en moyenne. Et si ce prix à la bouteille, on le met maintenant du coup dans un panier et qu'on examine du coup le budget moyen du panier e-commerce, eh bien on voit que la tranche de moins de 30 euros se place à 14%, moins 4 points. La tranche 31 à 50 euros à 38%, plus 7 points. La tranche 51 à 70 euros, 28% reste stable, et le plus de 71 euros à 21%, moins 3 points. Donc là aussi, en fait, on voit que la tendance, elle se polarise un peu plus sur cette tranche entre 31 à 50 euros. Et ça, bien sûr, puisqu'on parle de panier moyen, c'est à mettre en perspective avec le nombre de bouteilles par acte d'achat. Et donc, à la question « Combien de bouteilles vous procurez-vous par acte d'achat sur Internet ?» Eh bien, les Français déclarent majoritairement privilégier le segment 3 à 6 bouteilles qui progresse de 4 points à 54%, assez loin devant le segment 1 à 2 bouteilles à 23%, plus 2 points, et le segment 7 à 12 bouteilles à 20%, moins 3 points. Et les critères qui comptent le plus en termes d'achat de vin en ligne, eh bien, là de nouveau, on retrouve en fait un impact prix très notable puisque ça reste le prix et les offres promotionnelles en premier critère à 44%, mais qui progresse de 9 points cette année. Hein. C'est vraiment important. Et à mettre en lien aussi avec la hausse du critère frais de livraison à 40%, plus 9 points aussi. Donc une sensibilité prix qui est importante. Mais on note quand même que le critère de la sélection, la sélection des vins, positionne comme deuxième critère, juste devant les frais de livraison à 41%.
et la qualité de l'information sur les vins à 32% en 4e critère. Voilà, donc ça c'est le panorama, je dirais, e-commerce. On voulait passer un petit peu de temps sur ce sujet-là parce qu'il y avait pas mal d'enseignements. Le sujet du coup des réseaux sociaux, je vous propose juste un focus du coup sur la capacité des réseaux sociaux qui reste, et les chiffres le démontrent, on ne rentrera pas dans ce niveau de détail aujourd'hui, mais il y a encore une très forte pénétration des réseaux sociaux dans les usages quotidiens des Français. On l'interroge du coup ici, en effet de loupe, la question de l'usage des réseaux sociaux pour suivre des marques, des domaines, des châteaux ou des producteurs de vins sur ces réseaux sociaux, et en l'occurrence sur quelle plateforme, la typologie des plateformes. Et là, ce qu'on note, c'est que du coup, dans ces utilisateurs des réseaux sociaux, ils sont 26% à se positionner du coup sur Instagram et Facebook pour suivre en fait ces sujets, marques, domaines, châteaux ou producteurs de vins. 26% pour Instagram et Facebook, juste devant TikTok à 24%, X, anciennement Twitter, à 17%, YouTube 16% et LinkedIn à 13%. Voilà pour ce panorama digital. Du coup, on a balayé beaucoup bien sûr, de sujets intéressants avec, vous l'aurez relevé, un certain nombre d'informations assez croustillantes cette année, et en particulier le sujet du vin qui repasse premier devant la bière. Marie, est-ce que du coup tu peux nous partager au sortir de cette présentation les principaux enseignements, ce que tu retiens en fait de cette présentation? Merci Sylvain. Alors effectivement, vous l'avez entendu, un certain nombre de points d'attention sur ces données barométriques 2024. D'abord, on a vu que c'est le vin blanc, qu'il soit tranquille ou effervescent, qui est la couleur qui tire la catégorie vin aujourd'hui. Par ailleurs, on avait fait en 2023 un constat du consommer moins mais mieux. Aujourd'hui, ce constat, il est plus contrasté que l'année dernière. On sent clairement que la baisse du pouvoir d'achat se fait ressentir, en particulier lors de l'achat de vin, là où à l'inverse, le champagne et les spiritueux semblent moins souffrir du phénomène. On a un intérêt pour la bière, on l'a vu, qui est également légèrement en baisse. Malgré tout, la bière reste quand même une valeur refuge, une boisson refuge, qu'on aime consommer en toutes occasions. Clairement, les chiffres du baromètre le montrent, c'est la boisson la plus intergénérationnelle. Sur la question du no et du low alcool, ce sont clairement les bières sans alcool qui portent la catégorie. Je l'ai dit tout à l'heure, elles ont ouvert la voie de la catégorie no-low. Elles existaient déjà avant même que la catégorie s'appelle comme ça. Donc elles bénéficient sans aucun doute d'un effet d'antériorité avec une perception qualitative qui s'est nettement améliorée depuis 10 ou 20 ans. Pour ce qui est des vins et des spiritueux, on peut supposer que le consommateur est encore en phase de curiosité et qu'il doit tester pour être convaincu avant de confirmer son choix. Et puis bien évidemment, tu viens de le rappeler Sylvain, le grand enseignement de cette édition 2024 du baromètre So Wine Dine-Nata, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que le vin redevient la boisson préférée des Français. Alors quelle conclusion est-ce qu'on peut en tirer à l'heure où le vin est particulièrement bousculé de toutes parts? Peut-être une forme de réenchantement dans le rapport au vin, avec une génération qui porte un nouveau regard sur la catégorie, en particulier chez les femmes et chez les jeunes trentenaires. Est-ce que c'est une preuve que la culture du vin fait son chemin? Est-ce que c'est peut-être le succès du vin nature qui aide cette catégorie? Ou est-ce que le vin est effectivement en train de redevenir cool? En tout cas, ce sont autant de questions qu'on aura plaisir à étudier dans les mois à venir et sur lesquelles on aura grand plaisir à partager nos analyses avec vous. Donc on va maintenant répondre aux questions que vous avez posées tout au long de ce direct. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez l'ensemble des infographies de ce baromètre sur notre site dès 13h. Et puis 4 podcasts So Wine Talks qui sont enregistrés et qui seront diffusés à partir de demain, un mercredi sur 2, donc pendant 4 semaines, et qui détaillent évidemment les données barométriques thématique par thématique. Un grand merci à notre partenaire Dine-Nata qui nous accompagne sur ce sujet depuis 2010. Un grand merci à la So Wine Team qui a travaillé sur cette édition 2024 du baromètre. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Et puis rendez-vous sur nos podcasts, sur notre site internet et dans la presse pour la suite et plus de détails. Bonne journée. Merci à tous et à très vite.